triple A, le Niger qui s'apprête donc à pouvoir organiser une cérémonie officielle où l'on va mettre en application les résolutions et les conclusions issues des assises nationales. On rappelle que le 10 mars dernier, on avait remis copie du rapport général au général de brigade Abdourahmane Tiani. Est-ce qu'on peut, à partir de ce fait-là, saluer une avancée majeure du côté de Niamey? Vous savez, de manière générale, dans l'espace de l'AES, il est question de s'engager dans une dynamique de refondation de l'État de ces États-là. Parce que les États que nous avons aujourd'hui, que ce soit de ce côté ou ici, ce sont des États qui datent de l'époque coloniale, qui disposent d'institutions qui datent de l'époque coloniale avec une administration néocoloniale, qui est totalement en déphasage avec notre culture, nos réalités endogènes, mais surtout notre vision, parce qu'en réalité, c'est ça qui est la question. Donc, les différentes réflexions qui ont été engagées, tant du côté du Mali, du côté du Burkina Faso, et tout récemment du côté du Niger, justement, visent à cette refondation. C'est important. Et parmi les résolutions, puisque c'est ça qu'il est question, parmi les résolutions qui ont été prises dans les récentes assises nationales du côté Niger, vous avez en droite ligne, justement, la refonte, n'est-ce pas, de la loi fondamentale de ce pays, c'est-à-dire la Constitution. Parce qu'elle n'est pas adaptée. C'était une vieille Constitution, et je crois qu'il faut également, parce que qui est inspirée d'ailleurs de la Constitution française, parce que la plupart de ces trucs-là ont été écrits par des gens venus d'ailleurs, ou bien inspirés de cette Constitution-là, qui n'a rien à voir avec nos réalités à la fois sociologiques, anthropologiques, culturelles, entre autres. Ça, c'est la première chose. La seconde chose, l'une des résolutions de ces assises donne la possibilité aux dirigeants de la transition, aux dirigeants, n'est-ce pas, de la révolution, j'ai envie de dire, aux initiatives de la révolution, de s'engager dans une transition de 5 ans. Et ça, c'est important parce que vous ne pouvez pas vous engager véritablement dans une dynamique de construction, de refondation dans un laps de temps. Parce que vous avez autour, dans les pays alentours, l'Union européenne et ces gens qui n'ont rien à foutre dans nos affaires, ils font pression à ces dirigeants-là d'organiser des élections dans l'optique de ce qu'ils appellent un retour à l'ordre constitutionnel. Je ne sais pas ce que ça veut dire, le retour à l'ordre constitutionnel. La troisième chose, c'est important également, l'une des résolutions de ces assises demande, il y a un point précis qui demande que l'élévation n'est-ce pas, du général Tiani, n'est-ce pas, à un grade un peu plus supérieur. Je crois qu'il doit être un général de division, de brigade. Donc, il est question oui, le général de brigade. Donc, il faut donc qu'il passe soit général de division, bien général d'armée. Voilà. Donc, il est question qu'il passe à un grade supérieur que celui actuellement. Et c'est lui qui va justement diriger, parce que c'est lui la charpente, qui va donc conduire cette charpente, n'est-ce pas, de la transition. Donc nous pensons que là, nous sommes en plein pied dans la mise en musique, j'ai envie de dire, la mise en musique de ce que nous appelons les panafricanistes la démocratie populaire. Et ça n'a rien à voir avec la démocratie électorale, que les autres fanfaronnent pour nous prétendre qu'ils sont des démocrates. Nous avons donc affaire à la démocratie populaire, c'est-à-dire qu'il y a eu une concertation avec diverses parties prenantes de la société nigérienne. Ce n'est pas quelqu'un qui s'est assis dans son bureau, au travers d'une ordonnance, et puis il impose ses vues, ses points de vue à tout, n'est-ce pas, à la majorité de la population. Il y a eu des concertations, c'est vrai, dans une dynamique, il y en aura toujours des mécontents, il y en a qui n'ont pas été d'accord, mais on ne peut pas être d'accord avec tout le monde. Monsieur Ouadon, on avance avec ce qu'ils veulent qu'on avance. Je crois qu'également que dans ces résolutions, il est question de dissoudre certains partis politiques. Justement, c'est ce qui est également prévu pendant cette période, n'est-ce pas, de transition. Il est question de dissoudre, n'est-ce pas, certains partis politiques, parce qu'il faut que ces partis politiques, les nouveaux partis politiques, répondent ou bien correspondent justement à une vision qui correspond, j'ai envie de dire, au nouvel environnement géopolitique, au nouvel environnement politique, n'est-ce pas, du Niger. Je crois qu'il s'agit là des faits majeurs que nous avons pu relever en
du moins en parcourant en diagonale, n'est-ce pas, n'est-ce pas, ces documents. Nous pensons dans l'ensemble que le Niger s'est inspiré de ce qui s'est passé au Mali, s'est passé au Burkina Faso, c'est-à-dire une concertation populaire avec toutes les forces vives, n'est-ce pas, de la nation. Et ça, il n'y a qu'en Afrique qu'on peut observer cela. Je crois que désormais, ceux qui nous donnent les leçons de démocratie sont très mal placés désormais pour nous dire qu'ils sont démocrates parce qu'ils ont la démocratie électorale qui est également questionnable. Henri Atangana, une cérémonie, vous savez, au Cameroun, beaucoup plus. On organise souvent parfois des cérémonies parce que derrière, on sait qu'il y a des bifetons qui vont couler. Par rapport à certaines lignes. Vous avez évoqué ça d'une autre manière à une époque où on n'utilisait pas les comptes bancaires parce qu'on va manger, parce qu'il va voir ci, il va voir cela. Mais jamais des rencontres qui permettent de pouvoir entrer de plein pied sur ce que l'on s'est dit tous de manière commune. Alors, le cas par exemple du Niger, peut-être vous allez nous dire si c'est un cas d'école avec les pays de l'AES, toute une cérémonie qui vise de façon unanime, commune, devant tous citoyens, le président de la transition ainsi que le cultivateur qui est à la maison, qui peut être représenté, de dire que ce que nous avons convenu ensemble, il est temps de pouvoir le mettre en application, il est temps de pouvoir le mettre en pratique. Comment est-ce que vous percevez cette action qui semble peut-être être anodine, mais qui a certainement une signification assez forte du côté du Niger? Oui, la cérémonie, il faut bien savoir que c'est dans la nature humaine, hein. La nature humaine, que la nature a besoin du cérémonial. La nature humaine a besoin du faste. Et on n'a pas inventé ça. On a trouvé ce cérémonial et ce faste dans toutes les sociétés du monde, qui permet plus tard d'ailleurs de commémorer un événement. Vous voyez, très très souvent, on commémore les choses aussi banales que les anniversaires. C'est une cérémonie familiale. Donc, on a besoin des points d'ancrage. Donc, je ne suis pas contre la cérémonie en elle-même. Ce qui est gênant, c'est quand la cérémonie prend la forme, c'est-à-dire le cérémonial, prend le pas sur le fond. Mais qu'on fasse une grande cérémonie, une grande fête populaire autour de laquelle les gens s'unissent pour célébrer, pour marquer un événement, parce qu'en fait, c'est ça la question que vous m'avez posée sur la cérémonie, dont je réponds dessus en priorité, ça ne me gêne pas. C'est un moment dans lequel les gens commémorent, les gens communient, dans le sens de la communion. D'ailleurs, vous allez remarquer que pour les chrétiens, quand Jésus-Christ va faire la communion, il va donner à manger et à boire. Vous voyez à quel point c'est vieux de manger et de boire pour une cérémonie ou pour une commémoration. Vous retrouvez ça dans la Bible. Bon, comme il n'y avait pas à manger, Jésus-Christ a multiplié les pains. Comme il n'y avait pas à boire, il a pris de son sang, il l'a transformé en vin. Ça, c'est l'aspect mythique de la chose. Très bien. La cérémonie peut être faite, ça ne me gêne pas, au contraire, comme c'est un événement solennel. En fait, nous sommes en train d'assister à une sorte d'indépendance, proclamée comme nous la voulons, un peu comme très peu A disait. Nous avons copié, je le dis parfois très souvent ainsi, que nous avons copié les institutions du colon pour former des États naissants. Et nous avons donc fait des copier-coller. Je ne dis pas que tout ce qu'on a copié était mauvais. Les lois napoléoniennes, c'est-à-dire le code civil et tout ça, qui avaient été expérimentées dans d'autres cieux, étaient bonnes. Et d'ailleurs, nous les avons corrigées. Mais les institutions même que nous avons créées ne s'adaptaient pas. D'abord, on ne les comprenait pas. On ne comprenait pas leur sens. Parce on savait juste qu'un État doit avoir des ministres, des ministères. On regardait ça de loin, parce que nos États sont nouveaux. Et puis, petit à petit, on a commencé à comprendre. Et j'aime souvent à dire, les gens pensent que je suis biaïste. Je ne suis pas biaïste, mais j'aime bien constater les faits. Et je dis souvent aux gens, si vous regardez l'état des institutions du Cameroun après 22 ans d'Aïdjo et le nombre d'institutions que Paul Biya a créées pour essayer de corriger les choses, vous allez être surpris. La majorité des institutions qui avaient au Cameroun ont été créées par Paul Biya.
Malheureusement, j'ai l'impression que les populations et les gens ne suivent pas toujours. J'ai suivi un homme politique qui lançait sa campagne au Cameroun, à qui un enfant a demandé qu'est-ce que vous faites pour les gens non diplômés. L'homme politique a répondu que, écoutez, votre maman a vendu de l'huile, des trucs, des beignets, pourquoi vous ne pouvez pas le faire? Très bien. Imaginez que le jour où M. Paul Biya avait dit aux gens de formaliser la fonction de Ben Skinner, c'est les transporteurs à moto, ça a fait un tollé. Certains ont dit, mais pourquoi tu envoies tes enfants à l'école et les nôtres, tu leur dis de faire le Ben Skin? Alors que tous les métiers du monde sont nés comme ça. Un service, à partir du moment où les gens décident qu'ils procurent ce service à la société, ils forment une confrérie et essayent de défendre leur activité et de la rendre rentable, de créer, comme ici en Europe, quand vous voulez être restaurateur ou cordonnier, il ne faut pas penser que vous arrivez en Europe, vous vous installez, vous dites que vous allez être cordonnier ou restaurateur. On va vous demander l'accès à la profession. On va vous demander un ensemble de compétences pour pouvoir avoir accès à la profession. M. Paul Biya l'a dit dans un discours. Et qu'est-ce que les Camerounais ont retenu? C'est juste que le fait que ces enfants là à l'école et que les enfants à l'autre, c'est tellement basique, alors que c'est la structure même des métiers d'un pays. Une demande de service et l'offre. Après, on structure. Ça ne veut pas dire que tout le monde doit y être. Voilà. Donc, on a des institutions qui ne correspondent pas à nous. Pour que les gens comprennent le parallèle avec ce que j'ai dit, c'est que quand vous êtes au Niger, ils sont en train de refonder leur pays. Ils sont en train de créer de nouvelles institutions qui correspondent à l'heure, parce que l'expérience qu'ils ont depuis les décolonisations jusqu'à maintenant leur a permis de penser la refondation de leur pays, donc de repartir à zéro, recréer les institutions qui correspondent à leurs attentes. La sensibilité qu'ils ont aux institutions est beaucoup plus intéressante que nous pendant les indépendances, où évidemment on disait un ministre, mais on ne savait pas vraiment ce qu'il fait. Et on disait ministre on ne savait pas très bien à qui on s'adresse. C'est de ça qu'on a parlé au début de l'émission. Il y a une compétence qui est attribuée au maire, mais les gens ne s'adressent pas à leur propre maire pour dire, mais attendez, moi j'ai des ordures. Il n'y a personne qui se lève pour aller voir son maire pour dire, moi j'ai voté pour toi, j'ai voté pour que la route soit propre. Parce que la population ne comprend pas les institutions. La population ne comprend même pas le fait d'aller voter. Et alors là, ils sont en train de créer les institutions pour que ces institutions soient en adéquation avec les populations, pour que les gens les comprennent. Évidemment, ça passe par une période transitoire dans laquelle on va suspendre l'activité des partis politiques, puisque, évidemment, nous sommes dans une période transitoire. Dans une période transitoire, et on ne va pas, alors qu'on est en train de réformer les institutions, laisser l'activité des partis politiques. Donc, pendant 5 ans, on va suspendre l'activité des partis politiques, on va créer de nouvelles institutions qui correspondent à ce que les pays veulent, et là où ils veulent aller, et au départ de ça, le pays va fonctionner normalement. Et moi, je pense que l'idée là se fait, le Cameroun est un exemple, même si les populations n'adhèrent pas. Parce que si vous regardez le nombre d'institutions qu'on a créées au Cameroun, depuis quand il y en a énormément. C'était parce que M. Biya est un homme, c'est quelqu'un qui est procédural. Il aime la procédure. Et c'est pour ça qu'il a créé toutes ces institutions. Mais il n'y a pas eu, là, comme au Niger, un temps d'arrêt pour dire, OK, ça ne nous correspond pas. Maintenant, on passe par une période transitoire, on crée tout. Peut-être ça aurait été nécessaire pour que les gens sentent la nécessité de la chose. Donc, moi, l'initiative, je la trouve totalement pertinente. J'entends par tout créer aussi, tout redéfinir. Redéfinir ce que c'est, parce que c'est important, les définitions. Je ne parle pas de définition de dictionnaire, parce que si vous allez me dire ce que c'est que nous sommes, il y a 200 tribus au Cameroun, si on commence à redéfinir là, aller lire dans le dictionnaire, on aura n'importe quoi. Il faut lire des ethnologues qui ont traité du sujet. J'avais reçu d'ailleurs un ethnologue très talentueux, M. Poulabouna de l'université de Yaoundé, parce que j'avais reçu sur un plateau il y a 15 ans, il avait écrit co-culturalité et consanguinité des peuples du Cameroun. C'est important, parce que si vous ne vous connaissez pas, comment voulez-vous créer des institutions qui correspondent à vos attentes? Il faut vous connaître, il faut connaître les peuples ici entre guillemets, hein, parce que
Comme docteur Sango dit souvent, il y a le mot peuple du dictionnaire, il y a son épistémologie, c'est-à-dire les différentes approches scientifiques des ethnologues. Donc, attention, quand on parle, moi je pense moi les mots entre guillemets, parfois les gens ne comprennent pas. Et ça fait un peu du tout et n'importe quoi. Donc, s'il faut comprendre les aspirations des peuples, des tribus, des besoins pour pouvoir dire qu'est-ce que les populations attendent. Moi, je trouve l'initiative favorable. Je trouve que c'est normal de marquer ça par un côté solennel, c'est-à-dire une fête. Mais comme j'ai dit à l'entame de mon propos, que la forme ne prenne pas le pas sur le fond. Je sors par là.